La pandémie, d'une certaine manière, elle nous affecte tous. On est tous reliés les uns aux autres biologiquement par le risque de contamination virale, mais aussi elle nous a rappelé à notre existence sociale, dans le sens où les contacts sociaux sont justement une des sources de contamination. Et les mesures de protection visant à endiguer la pandémie ciblent ces relations sociales. Or, dès le début de la pandémie, il y a eu un consensus parmi les experts qui montre qu'on n'est pas affectés toutes et tous de la même manière. On voit des différences apparaître au sein d'une même population, mais aussi entre pays, notamment en fonction des différentes réponses politiques qui sont apportées à cette crise sanitaire. On voit qu'il y a à la fois un souci d'un renforcement des inégalités qui sont déjà préexistantes et un souci que de nouvelles formes d'inégalités, nouvelles formes de vulnérabilité apparaissent dans la pandémie. Cette question des inégalités ou des vulnérabilités, elle nous semble intéressante à approfondir d'un point de vue socio-anthropologique parce qu'on observe dans la littérature une tension entre une compréhension plus individualisante qui pourrait pathologiser aussi certains groupes ou certains individus et une compréhension des inégalités, des vulnérabilités qui est plus structurelle et qui met en lumière les rapports de force, les dynamiques socio-historiques, politiques, économiques qui tendent à vulnérabiliser certains groupes de la population. Ce qu'on essaie de comprendre dans le projet Socio-Covid, c'est comment ces inégalités structurelles, elles se matérialisent dans la vie quotidienne des individus, comment elles se matérialisent dans leurs conditions de vie, mais aussi dans leurs expériences, leur vécu, et comment elles se reconfigurent au sein de cette pandémie. Donc le projet Socio-Covid est un projet d'anthropologie médicale qui est à la croisée des études genre et des études sociales, des sciences et de la médecine, qui adopte une approche ethnographique et qui s'inscrit dans une collaboration interdisciplinaire avec une équipe de médecins d'Unisanté qui est en charge de développer un projet de prévalence, une étude de prévalence, donc un projet vraiment médical et épidémiologique. Le projet a commencé en avril 2020, donc au tout début de la pandémie. Il a été financé dans le cadre du Fonds national suisse de la recherche. Notre projet s'inscrit dans un module qui vise à développer des nouvelles approches en termes d'épidémiologie et de prévention de Covid-19. Donc dans ce projet-là, nous nous intéressons à 3 groupes de la population. Les cas index, c'est-à-dire les personnes qui ont contacté le virus au tout début de la première vague de la pandémie, des personnes également qui ont été sélectionnées de manière aléatoire parmi la population générale du canton de Vaud. Et on s'intéresse à des groupes de population spécifiques qui sont justement considérés a priori comme des groupes de la population plus à risque en termes de vulnérabilité. Tout d'abord, les employés d'entreprises de ce qu'on appelle les secteurs essentiels, comme la grande distribution agroalimentaire et les services postaux, qui ont été largement mobilisés durant la pandémie, surtout durant cette première période, disons, de confinement et un peu d'arrêt généralisé des activités économiques et sociales. Et un deuxième groupe aussi considéré comme plus vulnérable, les requérants d'asile qui résident dans des foyers d'accueil pour les migrants. Voilà, en raison de leur contexte de vie particulier, où ils doivent partager par exemple tous les espaces communs avec d'autres résidents des foyers, mais aussi en raison de leur parcours migratoire. Voilà, ces populations-là sont considérées comme plus vulnérables et aussi avaient un souci pour les mesures de protection qui sont probablement plus difficilement applicables dans de tels lieux. En Suisse, la pandémie, elle a été gérée d'une façon que l'on peut caractériser de flexible, dans le sens où il repose beaucoup sur la responsabilité individuelle de chacun, plus que sur des interdictions ou un contrôle strict de la population.
L'adhérence aux mesures de protection sanitaire, finalement que ce soit les gestes barrières qui sont appliqués dans la vie de tous les jours ou le respect par exemple du confinement et cette incitation à rester chez soi, repose vraiment sur la responsabilité individuelle. Nous, on a observé ce que ça produisait pour les individus dans leurs expériences de la pandémie. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y a vraiment une internalisation de cette responsabilité morale au nom de la solidarité avec autrui et ces groupes qui sont considérés comme plus vulnérables, et que le ressenti de cette responsabilité, mais aussi la manière dont les individus vont s'approprier les mesures de protection, dépend beaucoup de leur perception de la vulnérabilité d'autrui. Au fait, ce qu'on a observé, c'est que souvent, les individus sont plus en souci pour les autres, qu'ils considèrent comme plus vulnérables que pour eux-mêmes, en fait. Ce qu'on a réalisé également, c'est que les individus ne sont pas tous à même d'endosser cette responsabilité morale ou de mettre en œuvre les mesures de protection, que cette responsabilité, elle est plus ou moins lourde à porter selon les conditions de vie dans lesquelles ils vivent, selon leur accès à un espace extérieur ou justement simplement un grand espace. Mais aussi en fonction de la manière dont leur activité professionnelle, par exemple, elle est reconfigurée durant la pandémie. D'une part, on a vu émerger dans la pandémie une compréhension de la vulnérabilité comme biologique, comme une caractéristique biologique et comme une catégorie médicale. Dès le début de la pandémie, on a vu dans la crise sanitaire certains groupes de la population qui ont émergé comme plus vulnérables que d'autres, plus à risque, en fonction de toute une série de caractéristiques biologiques notamment. Cette catégorisation de certains groupes de la population comme vulnérables, elle est vécue de façon très contrastée par les individus que nous avons rencontrés dans ce chantier Covid. On a observé un décalage important entre le ressenti interne de certaines formes de vulnérabilité ou de fragilisation générée par la pandémie et cette catégorisation médicale extérieure. On a vu par exemple que certaines personnes qui se considèrent comme en bonne santé, qui géraient très bien, par exemple, une certaine forme de maladie chronique ou le fait d'être relativement âgé à la retraite, ont plutôt mal vécu le fait d'être tout à coup considérés comme personnes vulnérables, de voir les individus autour d'eux changer de comportement, adopter des précautions particulières ou alors d'être empêchés d'aller travailler alors que le travail a été vu par ces personnes-là comme quelque chose qui les aide à vivre bien cette pandémie. Ils n'avaient pas du tout envie de rester chez eux, notamment dans cette première partie du confinement. Donc ça, c'est un des aspects, alors que d'autres n'étaient pas considérés comme une catégorie de personnes vulnérables, alors qu'ils se sentaient eux-mêmes très très vulnérabilisés. D'une part, au niveau médical lui-même, on a des cas de personnes qui ont eu Covid, qui l'ont vécu très très mal au tout début de la pandémie et qui n'étaient pas considérés comme à risque et donc du coup qui n'ont pas bénéficié de certaines filières, facilités de soins pour les personnes à risque. Donc ça a changé au fur et à mesure de la pandémie. Mais au début de la pandémie, il y a des personnes qui ont dû rentrer chez elles, par exemple, avec des symptômes physiques très difficiles à gérer, très anxiogènes, et voilà, qui se sentaient exclus de cette catégorie. Et d'autre part, au niveau émotionnel, moral, on voit quand même qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout considérées comme à risque ou vulnérables du point de vue des autorités sanitaires, mais qui se sentent elles-mêmes au niveau de leur ressenti extrêmement vulnérabilisées par la pandémie, qui créent une perte de repères existentiels, voilà, qui crée quand même une sorte de crise, qui met à rude épreuve, au fait, les ressources que les individus ont pour gérer une crise d'une telle ampleur. Un des axes que nous avons approfondi jusqu'à présent, c'est le genre. C'est un des éléments structurels qui peut produire des inégalités, c'est notamment la division sexuée du travail, de ce qu'on appelle le travail de care. Ça désigne notamment toutes les activités qui sont faites par les individus, qui sont mises en place pour maintenir la vie sous toutes ses formes, mais aussi cette attention particulière, ce soin, cette attention ciblée qu'on va avoir pour les autres. Donc c'est aussi une manière de traduire le care.
Et dans la littérature, on voit qu'au niveau des inégalités de genre, il y a deux visions qui coexistent. À la fois une version optimiste qui voit quand même dans la pandémie une possibilité de reconfigurer les rapports sociaux de sexe, les rapports sociaux de genre, de reconfigurer les inégalités en termes de genre, avec notamment pour certains groupes plus privilégiés de la population, voilà, des pères qui endossent plus de responsabilités en termes de travail de care dans la sphère domestique, parce qu'ils étaient déchargés un petit peu. Par exemple, dans le télétravail, ils avaient plus de possibilités de pouvoir faire ce travail-là plutôt que de devoir se rendre physiquement sur leur lieu de travail. Donc ça, c'est une des versions qui existent dans la littérature. Mais il y a aussi une version beaucoup plus alarmiste et pessimiste qui montre, et qui le montre aussi statistiquement, voilà, qu'il y a plutôt un risque d'accroissement des inégalités, que ce soit dans la sphère domestique ou de façon plus large au niveau social, particulièrement en raison au fait du fait que les femmes, elles sont surreprésentées dans ces fameux secteurs essentiels qui comportent une grande partie de travail de care, quoi que ce soit les soignants ou voilà, d'autres secteurs dits essentiels, qui finalement sont des secteurs qu'on pourrait dire de care professionnalisés et qui sont en première ligne et plus à risque en termes d'exposition virale, mais aussi au niveau social, quoi, qui sont moins privilégiés socialement. Et donc nous, dans notre travail, on s'est interrogé sur les implications de la pandémie en termes d'inégalité de genre, mais en nous focalisant sur ce qui se passait dans la sphère domestique et familiale. Donc ce qu'on a montré, c'est d'une part nos observations, elles confirment finalement un certain accroissement, une intensification du travail de care pour les femmes. Ça s'est vu particulièrement dans les expériences au début de la pandémie, mais on a l'impression que c'est pas quelque chose qui s'arrête une fois que les mesures de confinement sont arrêtées. Cette intensification du travail de care, on l'observe parce qu'il y a un plus grand nombre de personnes qui sont fragilisées dans la pandémie et dont il faut prendre soin. Donc ça, on a observé, mais aussi parce qu'il y a un accroissement des tâches domestiques à l'intérieur même de la famille. Ce qu'on observe, c'est qu'en fait, les femmes, elles visent surtout à maintenir le bien-être de la vie familiale, la continuité de la vie familiale et à assurer quelque part le bien-être émotionnel et relationnel de tous les membres de la famille. Alors que la crise génère justement plus de tensions intrafamiliales et qu'il y a une impossibilité de déléguer ou une plus grande difficulté à déléguer à l'extérieur. Ce qu'on a pu observer aussi, en lien avec cette responsabilité morale de gérer le risque et la protection pour la famille, on a vu l'émergence d'un nouveau rôle de protecteur ou de gardien quelque part de la sécurité familiale en termes de protection virale, et que ce nouveau rôle, en tout cas dans les personnes qu'on a rencontrées, il est beaucoup endossé par des hommes, et que ce nouveau rôle, ou en tout cas cette nouvelle figure, elle est assez ambivalente d'un point de vue du genre, parce qu'elle peut être à la fois vue comme une sorte de nouvelle forme de masculinité qui est caring, qui est dans le care justement, qui va réaliser des activités domestiques qui visent à maintenir l'hygiène dans l'espace domestique, vraiment qui se focalise aussi vraiment au niveau très concret, matériel, sur cette protection de la famille, mais en même temps qui est conciliable avec un rôle plus classique de masculinité, de père de famille, qui endosse aussi un peu cette responsabilité de protecteur d'autres qui sont considérés comme plus vulnérables et qui continuent malgré tout à déléguer le reste des activités de care aux autres membres de la famille, notamment des femmes. Maintenant, voilà, ce rôle, il est aussi très lié à la crise, il est très visible, contrairement à l'intensification du travail de care qu'on observe chez les femmes, qui est, elle, qui demeure moins visible et beaucoup plus immergée comme ça dans la multitude des tâches. Donc ça a aussi des implications pour la manière dont on comprend le risque. On voit qu'une fois on a une compréhension du risque qui est très focalisée sur vraiment le risque de contamination, alors que dans l'autre compréhension, pour les femmes qui sont dans cette intensification du travail de care, on voit qu'il y a une compréhension du risque comme beaucoup plus large, comme tout ce qui affecte finalement le bien-être des individus, et que
pour ces femmes-là. C'est pour ça aussi que ça ne s'arrête pas, que cette intensification ne disparaît pas d'un coup quand les taux de contamination baissent, par exemple, parce que la pandémie, justement, génère aussi des autres formes de risques, notamment en termes relationnels et de santé mentale, et que les femmes semblent, comme ça, dans notre échantillon, en tout cas, en première ligne pour devoir un peu les gérer dans la vie quotidienne. Voilà, il faudra voir maintenant comment ces reconfigurations qui sont intéressantes perdurent à long terme en dehors de la crise.